Olivier Masclet, chercheur au CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux. Je remonte en haut ou... D'accord. Olivier Schwartz, sociologue, CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux. C'est bon? Oui, sourire. Je coordonne le projet de recherche Le Populaire aujourd'hui, les recompositions sociales et culturelles des ouvriers et des employés. C'est un projet qui réunit une vingtaine de chercheurs d'une durée de 3 ans et qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Alors, 2, 3. La question de départ, c'est de quoi s'agit-il? Quand on parle de populaire, que disons-nous? Est-il même encore aujourd'hui pertinent de parler de populaire? Je te laisse dire, en fait, parce que tu as proposé à un moment de définir d'une façon assez simple, mais néanmoins très très efficace, cette notion de classe populaire qui permet de continuer à travailler avec. oui, je ne sais pas comment commencer, mais vous débrouillez. La notion de classe populaire désigne un ensemble de populations dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, la société française d'aujourd'hui, dont les membres ont 3 caractéristiques principales. La première, c'est un statut professionnel modeste, disons. Ils sont en bas dans la hiérarchie professionnelle. Quand ils sont salariés, ce qui est le cas le plus souvent, ils appartiennent au personnel, au personnel subalterne, au personnel dit d'exécution dans les entreprises. La seconde caractéristique, ce sont des ressources économiques comparativement aux autres peu élevés. Ils ne sont pas nécessairement dépourvus de patrimoine, mais leurs patrimoines sont nettement inférieurs à ceux des autres groupes sociaux. Et puis la troisième caractéristique, c'est un éloignement, alors à des degrés divers aujourd'hui, mais un éloignement à l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler depuis Bourdieu le capital culturel. Au fond, la définition que tu viens de proposer a l'avantage de présenter un caractère assez intemporel. On aurait pu utiliser cette définition-là pour dire qui sont les classes populaires il y a 30 ou 40 ans, voire davantage. Ce qui a changé, par contre, c'est que les conditions de travail ne sont plus les mêmes. En gros, de moins en moins d'ouvriers, de plus en plus d'employés des services. Ce qui a changé, c'est aussi l'école, beaucoup plus présente dans les univers familiaux, tout en n'étant toujours pas ouverte à la plupart des enfants ouvriers employés, en tout cas pas ouverte au même degré que pour les enfants des autres catégories sociales. Bref, à la fois, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses restent assez identiques. C'est précisément cette tension-là qu'on a mis au centre de cette recherche. Qu'est-ce qui change dans ces univers populaires? Qu'est-ce qui se recompose? Alors, nous avons lu les uns et les autres Passeron, le fameux article sur attention aux excès de vitesse, attention à ne pas présupposer que tous les ans ou tous les 10 ans, tout change et tout est révolutionné. Nous avons lu évidemment Hogarth et l'idée si bien défendue par Hogarth que les classes populaires ont une capacité beaucoup plus grande qu'on le présuppose souvent à préserver leur forme de vie, leur système d'attitude, leur ethos. Et donc là encore, c'est une erreur de présupposer qu'elles changeraient constamment tout le temps, qu'elles se recomposeraient en permanence tout le temps. Mais il nous semble en même temps que la question de ce que sont les univers de vie populaire dans la société française contemporaine, cette question-là, même si c'est en la posant à nos risques et périls, parce qu'elle n'est pas simple à poser, il faut la poser. Et il faut la poser parce que toutes sortes de changements et de transformations de grande ampleur ont affecté les conditions d'existence, en prenant l'expression au sens large, les conditions d'existence des milieux populaires. Et donc, il importe, dans ces conditions, de se demander de quelle manière ces évolutions, ces changements ont produit des effets ou pas sur les attitudes, les manières d'être, les manières de penser, les manières de réagir. C'est de penser le populaire aujourd'hui par confrontation avec ce qu'il fut hier, ou en tout cas avec la manière dont il apparaissait dans les travaux sociologiques. De ces travaux, notamment, ressortent plusieurs principes qui apparaissent comme constitutifs des modes de vie, des styles de vie
des ouvriers. Une forte division sexuée au sein des ménages ouvriers, une division intérieure-extérieure, une division homme-femme. Un deuxième principe, c'est la question de l'entre-soi. Les classes populaires dans cette sociologie apparaissent très très fortement comme coupées des autres univers sociaux. Richard Hogarth avait utilisé l'expression de division eux-nous. Eux, c'est le monde des autres. Le troisième principe est relatif à la question du plaisir. L'idée, c'est que, aux contraintes économiques du présent, à l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, on ne sait pas de quoi demain sera fait, les classes populaires, les ouvriers en l'occurrence dans les années 50-80, ont répondu à travers certaines formes de plaisir, plaisir du moment présent, de profiter des bons moments, de ce que la vie offre tout de suite, d'une satisfaction immédiate. Ces trois principes ont été largement affinés, développés par la sociologie des années 50 aux années 80. Et ce ne sont pas trois principes morts, ils sont encore beaucoup en usage dans les représentations que nous nous faisons aujourd'hui des modes de vie ouvriers et de plus en plus des modes de vie employés. Or, il nous a semblé quand même problématique de considérer que ce qu'avait démontré cette sociologie avait en quelque sorte une existence éternelle. Qu'en est-il aujourd'hui de la division sexuée? Qu'en est-il aujourd'hui de cette culture de l'entre-soi? Qu'en est-il aujourd'hui de l'hédonisme? Ce sont ces trois questions-là qui organisent notre recherche. J'ajoute qu'il nous semble qu'il y a tout un ensemble de fractions populaires dans des situations intermédiaires qui ne sont pas massivement dans la précarité, qui parviennent à acquérir une relative stabilité, mais guère plus qu'une certaine stabilité, sur lesquelles on sait trop peu de choses au fond. Et donc ces trois grands thèmes qui sont nos entrées dans les modes de vie populaires, nous avons souhaité nous y intéresser en braquant plus particulièrement le projecteur sur ces fractions intermédiaires que nous appelons pour l'instant classe populaire du milieu. L'enquête comprend deux grands volets. Un volet quantitatif où nous explorons la stratification du populaire, en particulier à partir des enquêtes INSEE, l'enquête emploi, mais aussi toutes les enquêtes plus thématiques, emploi du temps, budget des familles et d'autres. Et puis un deuxième volet qui est un qualitatif à partir d'entretiens. Alors, nous avons fait le choix de faire des entretiens approfondis avec des ménages. Il est question de scolarité des enfants, il est question de couple, de relations dans le couple. Il est question aussi du passé familial, de la manière dont les individus ont été produits au sein de leur propre famille. Sur tout un ensemble de questions très concrètes comme celle-ci, il nous a semblé que sur les ouvriers et les employés, la sociologie, en tout cas en France, avait finalement peu de choses à dire. C'est toi qui finis, non? D'accord. Ouais. D'accord. Ce qui nous réunit, c'est cette volonté d'étudier ces modes de vie populaires tels qu'ils sont aujourd'hui. Et il nous semble que si nous parvenions sur cette question-là, sans évidemment clore en quoi que ce soit les débats, parce que nous n'y parviendrons pas, nous le savons, mais si nous parvenions sur cette question-là à produire, à proposer un ensemble relativement riche, à la fois de données, d'hypothèses et d'analyses, nous aurions déjà apporté notre modeste pierre collective à l'édifice. C'était du lourd. Non, c'était très bien. Ça, à mon avis, il faut le garder.